La gentillesse dans le milieu de travail, ça devient une compétence. C'est quoi les principales compétences là, qui concernent l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il y en a 3 à 4 là, qui te viennent en tête? Pour être intelligent émotionnellement, ça te prend ces forces-là. Dans l'intelligence émotionnelle, l'authenticité, ce que tu amènes, Joël, pour moi, je pense qu'il faudrait que les gens l'utilisent toujours. On se connaît, on se maîtrise mieux. Discussion de corridor est un balado qui vous plonge dans les coulisses du monde de la santé et des services sociaux. Ici, les discussions sont riches et vous ouvrent de nouvelles perspectives. À travers des entretiens francs avec des experts, des praticiens et des usagers, nous explorons les réalités diverses qui nous touchent toutes et tous comme êtres humains. Préparez-vous à plonger dans un univers sans frontières où chaque sujet est exploré en profondeur. Voici Discussion de corridor, le balado. Joël, un épisode un peu différent aujourd'hui. On va sortir de notre habitude de parler de santé physique. On va parler davantage de santé relationnelle, de bien-être au travail même, de compétences douces, communément appelées les soft skills en anglais. On va aborder la notion d'intelligence émotionnelle, puis on va tenter de voir à quel point ça peut avoir un impact sur notre carrière, notre progression de carrière, mais également sur nos relations personnelles, notre relation avec notre conjoint, notre conjointe, dans toutes les sphères de notre vie, dans le fond. Oui, absolument. Puis tu parlais justement du caractère professionnel. On a tous en tête une situation où on est sorti d'une réunion, puis on s'est demandé, bon, est-ce que j'ai été bien comprise? Quel a été mon impact? Qu'est-ce qu'on a retenu de ce que j'ai dit? Là? Je te confirme que ça m'arrive régulièrement. Je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais je me pose souvent cette question-là. Puis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs personnes qui nous ont levé des drapeaux rouges. On s'est posé plusieurs questions à savoir quel sera l'impact de l'émergence des nouvelles technologies sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont plus importantes que d'autres? Puis il semble y avoir un consensus, puis c'est celui qui concerne l'importance des compétences douces et de l'importance du savoir-faire relationnel qui en fait est irremplaçable d'un point de vue technologique. Donc, on jase de tout ça aujourd'hui avec Maxime Simard, qui est directeur adjoint aux ressources humaines. Salut Maxime! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Maxime, là, l'intelligence émotionnelle, c'est-tu une mode, cette affaire-là, ou c'est un concept qui est reconnu, qui est utilisé, qui est encore pertinent en matière de gestion des ressources humaines? C'est très, très d'actualité. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas une mode parce que c'est appuyé sur des théories. Puis, ça existe depuis longtemps. Pour moi, c'est un concept qui a dû toujours exister. À travers l'histoire. C'est juste qu'actuellement, on a des études plus spécifiques sur l'intelligence émotionnelle, on a de la théorie, puis on a du vécu comme au niveau de la recherche par rapport à ça. Fait que c'est un concept là, qui est très présent puis qui est très utilisé là, dans les organisations. Puis est-ce qu'il y a... c'est quoi les principales compétences là, qui concernent l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il y en a 3 à 4 là, qui te viennent en tête pour être intelligent émotionnellement, ça te prend ces forces-là? Oui, absolument. En fait, c'est certain que l'empathie est une des compétences importantes parce qu'il faut qu'on soit capable... L'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de se mettre aussi dans la peau des autres, puis d'être capable de bien comprendre son environnement. Quand tu comprends bien ton environnement dans lequel tu es, tu es capable d'adapter tes comportements, tes façons de faire avec les gens avec qui tu travailles. Fait que c'est sûr que l'empathie, c'est un des éléments principaux parce qu'on est au quotidien dans nos travails avec des gens. Il faut être capable de comprendre notre environnement puis s'ajuster avec tout ça. Là. Principalement en santé et services sociaux, entre autres. Absolument. Tout le personnel de santé et services sociaux sont avec les usagers, sont avec l'ensemble des collègues aussi, fait qu'ils font face à tous les jours à cet environnement-là. Puis là, je peux pas m'empêcher de poser la question. Je t'entends parler d'empathie. Pour certains, c'est inné, l'empathie. Là. Je regarde Joël parce qu'on se répète régulièrement qu'on a peut-être un profil plus sensible, porté vers ces préoccupations-là. Mais est-ce que faut que ce soit absolument inné ou ça s'acquiert comme compétence? Est-ce que ça se peut, dans le fond, que toi, tu ne ressentes pas nécessairement d'empathie puis tu ne saches pas comment développer ça? Tout à fait. Puis on le voit. Il y a des gens que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là empathique. Puis il y a des niveaux aussi d'être en mesure de l'avoir, tu sais. Puis c'est pas parce que tu n'es pas dans un 100% empathique que tu n'es pas capable de fonctionner au niveau de l'intelligence émotionnelle puis d'avoir des relations avec les gens. C'est juste que tu peux avoir des enjeux de comprendre comme il faut le contexte dans lequel tu te retrouves, tu sais. Mais moi, j'ai vu
par expérience, j'ai vu des gens qui avaient peu d'empathie ou qui comprenaient moins ce volet-là, puis qui ont réussi à le développer par la suite. Là. Ça peut se développer, mais encore faut-il se rendre compte peut-être que c'est pas nécessairement quelque chose, l'empathie qu'on a déjà, là, se rendre compte que c'est pas notre force. Puis comment qu'on fait pour développer ça? Est-ce qu'il y a des trucs concrets? Ou, Oui, ben en fait, c'est que... T'as l'air sceptique, là. Non. Il y a clairement des façons de pouvoir le développer. C'est qu'il faut être capable de se faire des reflets. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand on se retrouve devant des gens ou à faire une intervention, là, par exemple, là, dans le milieu de travail, puis on se questionne, tu sais, ça a été quoi mon impact sur les autres dans mon intervention? Tu sais, est-ce que l'impact a été celle que je voulais avoir pour les autres? Fait que c'est de questionner. C'est d'être capable d'aller voir par la suite les gens, si ça s'y apprête, là, bien sûr, puis de questionner, est-ce que mon intervention était la bonne? Est-ce que dans ta perception à toi, par exemple, si c'était dans un cadre d'un service, ça répondait aux besoins. Fait que, tu sais, l'effet reflet, parce qu'on tombe après ça dans le concept de la conscience de soi. Ouais. Qu'est-ce que je projette, moi, envers les autres, tu sais? C'est super intéressant parce qu'on discute souvent, notamment en communication, d'abord du bruit communicationnel, là, du principe du fait qu'on se parle, mais on ne comprend pas nécessairement la même chose mutuellement. Oui. On encode, on choisit, on construit nos phrases d'une façon, en fonction de notre éducation, en fonction du vocabulaire qu'on utilise. Nos expériences de vie. De nos expériences de vie, exactement. Puis on décode de la même façon en fonction de critères différents. Donc, quelque part dans le milieu, il y a du bruit, il y a de l'incompréhension. Puis une des façons de contrer ça, c'est d'aller valider ta pensée, de la préciser, de la valider, d'aller chercher ce feedback-là. Oui. Donc, c'est un peu ça, l'effet miroir, entre autres. Là. Tout à fait. C'est d'être capable de se valider dans notre intervention, tu sais. Puis plus on acquiert ces compétences-là, on est en intelligence émotionnelle, moins on a besoin d'aller se valider, puis plus on peut le travailler aussi avec les autres, tu sais. L'objectif, c'est au bout de ça, est-ce que je suis capable aussi d'aider les autres autour de moi à acquérir ce type de compétences-là? Puis ça s'apprend par les comportements puis par les émotions. Mm-hmm. Plus une personne est en mesure de faire une bonne gestion de ses émotions dans les différentes situations. Puis on l'a tout vu, là, on arrive dans une situation stressante, là, puis on voit une personne qui reste en contrôle d'elle-même, qui est en mesure de bien donner les orientations dans la situation. Tu apprends quand tu vois ce type de personne-là. T'sais. Fait que ça s'apprend beaucoup. Oui, il y a de la théorie que tu peux voir, que tu peux lire, que tu peux comprendre, mais ça se vit. Tu sais, ça se vit au quotidien, puis c'est un développement qui se fait là, toujours là, en cours là, d'emploi ou d'expérience, là, finalement. Là. Ça ramène justement au concept d'introspection que tu as dit tout à l'heure d'entrée de jeu. Puis ça, c'est un élément, Vanessa, qu'on trouve intéressant, hein, toutes les deux, le volet d'introspection. Puis on pense que tout part de là, finalement. Ça, c'est un point de départ un peu, là, de pouvoir te remettre en question, avoir cette ouverture d'esprit-là aussi, parce que c'est pas tout le monde qui se remet en question. C'est pas toujours facile de le des faire. fois, de déposer l'ego dans la discussion, dans une situation, tu te sens vite attaqué ou trop de validation, ça peut amener l'insécurité aussi. Est-ce que tu alimentes ton insécurité? Donc, tu fais comment pour trouver un équilibre dans tout ça, puis de faire en sorte de sortir l'ego, à titre d'exemple, de la discussion pour pas que ça devienne trop émotionnel, tu sais? Oui. Puis je pense que l'intelligence émotionnelle, l'ego, demeure un enjeu dans l'intelligence émotionnelle parce qu'une personne qui va rester dans... On a tous un ego, hein? Tu sais, on en a tous un. On a tous des certaines craintes par rapport à ça, tu sais, de l'insécurité. Mais quelqu'un qui reste dans son ego va rester figé dans son émotion puis ne sera pas capable de faire évoluer puis avancer son émotion. Fait que l'objectif, c'est de dire comment je suis capable de renverser un peu mon ego puis d'être capable d'aller dans mon intelligence émotionnelle, bien, c'est via l'humilité. Être capable de se permettre de dire j'ai certaines limites. On en a tous des limites. Comment je fais pour travailler sur ces limites-là puis avancer au niveau de mon émotion? Puis faire en sorte que j'atteigne le résultat que je souhaite ou les objectifs que je me suis donnés par rapport à ça. Par rapport à l'ego, puis là, je sais qu'on n'est pas des psys, là, mais par rapport à l'ego, est-ce que ça peut être est-ce que c'est une forme de protection? Quand l'ego prend trop de place, est-ce que c'est une façon de se protéger, justement? Tu sais, si tu disais ne pas reconnaître ses émotions, est-ce que c'est un mécanisme de défense? Oui, je dirais que c'est un mécanisme de défense parce que les gens, quand tu tombes dans ton ego, c'est que tu tombes dans une faiblesse aussi que tu as, okay? Puis que tu ne veux pas démontrer. Ouais. Fait que tu tombes dans une forme d'ego de protection
de dire je vais trouver un moyen de garder la tête haute malgré que j'ai peut-être pas les habiletés ou les compétences de pouvoir faire une situation, de traiter une situation. Fait que je te dirais oui, Joël, selon moi, ça tombe dans cet aspect-là. Dépendamment aussi du parcours de vie, les gars n'ont pas nécessairement le même bagage. Donc, j'imagine que ça apporte un niveau de complexité supplémentaire dans certains cas. Absolument, absolument. Et Maxime, je reviens sur l'intelligence émotionnelle, le savoir-faire relationnel. Souvent, on a tendance à associer savoir-faire relationnel, à gentillesse, agréabilité, complaisance. Est-ce qu'il y a une zone où ça devient peut-être plus négatif, puis que ça peut même nuire aux résultats de l'organisation parce qu'on est trop dans le désir de plaire? Je pense que, comme toute organisation, il y a des objectifs à atteindre. Il y a des résultats à atteindre, ou pour nous, comme dans l'établissement de la santé, c'est d'offrir les soins. Fait qu'on a une mission. Il faut accomplir notre mission, c'est sûr et certain. Cependant, ce qui est démontré beaucoup, puis dans toute la littérature là, que j'ai lue aussi là, sur le sujet, c'est que de faire le pari de la gentillesse, puis de faire le pari de prendre soin des gens avec qui tu travailles autour de toi, tu vas atteindre un résultat peut-être un peu plus long avant de l'atteindre, mais tu vas l'atteindre en amenant les gens avec toi, puis en amenant l'équipe avec toi. T'sais. Fait que parfois, ce qu'on peut voir dans certaines organisations, c'est qu'on va essayer d'atteindre des objectifs rapidement, mais on ne fait pas part de l'ensemble des gens qui ont travaillé sur la situation, ou on ne prend pas en considération assez les gens autour de soi. Puis ça a des effets collatéraux. Ça peut avoir des effets sur les gens, de la reconnaissance que les gens peuvent avoir dans ce type de situation-là. Puis aussi l'attractivité envers une organisation, dire, nous, on travaille nos objectifs en équipe, on s'assure que les gens sont bien dans ce qu'ils font, puis c'est une prémisse. Des personnes qui sont bien dans leur travail, puis qui sont heureux, puis qui sont capables de bien faire les tâches, vont être capables d'atteindre des objectifs beaucoup plus facilement. Là, je m'emballe, je trouve ça vraiment... Il est en train de nous dire qu'être trop gentil, ça se peut pas. T'as compris la même chose? Oui, j'ai compris la même chose. Moi, je pense que non. Parce qu'on a tous déjà entendu moi, je suis pas payée pour être aimée ou pour me faire des amis. Je suis là pour faire ma job, tu sais. Ça résonne. Tu as déjà entendu ça, toi? Oui, tout à fait. Et que ça, c'est pas nécessairement un bon réflexe. Là, Non. Il faut faire la différence entre la gentillesse au quotidien, là, d'être gentil envers les gens, mais la gentillesse dans le milieu de travail, ça devient une compétence. Parce que c'est la façon dont tu vas aborder les choses avec les gens, puis que tu vas faire avancer par la suite la situation que tu as besoin de faire avancer. T'sais. Fait que c'est différent là, que d'être aimable. Je comprends les gens qui peuvent dire moi, je suis dans un milieu de travail, j'ai pas l'obligation d'être ami avec tout le monde. Absolument, on comprend ça. Sauf qu'on a tous une obligation d'avoir de la courtoisie, d'avoir de la civilité, d'avoir du respect. Puis, si je reviens au niveau de la performance, bien, le fait d'avoir des équipes soudées qui se sentent dans le respect puis qui la mobilisation des équipes, c'est ça, tu sais. Parce que de dire, justement, moi, je ne suis pas payée pour être aimée, tu sais, là, ça peut avoir un impact direct sur la mobilisation des collègues, des équipes. Donc, c'est sûr que j'imagine que ça amène un autre défi, là. Absolument, absolument. Donc, c'est démontré qu'il y a un lien direct entre l'intelligence émotionnelle, l'agréabilité et la performance des équipes. Oui. Wow, j'aime ça. Ça me parle. Donc, Maxime, on en comprend que quand il y a des processus de sélection dans des organisations, ces compétences-là sont, j'imagine, recherchées là, quand on rencontre les candidats. Là. Oui. Oui. C'est vraiment des compétences qui sont recherchées puis de plus en plus évaluées aussi dans les processus de sélection, dans les entrevues. Puis, tu sais, on voit que, on dit souvent que le quotient intellectuel, tu sais, il y a une certaine mesure qu'on est capable de faire par rapport à ça. C'est très critiqué, ça aussi. Hein? Oui, c'est très critiqué, puis ce n'est pas toujours... Il y a différentes mesures là, par rapport à ça aussi. Là, tu sais, il n'y a pas un standard spécifique, mais on dit souvent que l'intelligence émotionnelle devrait aussi avoir son barème d'évaluation pour voir une personne a-tu réellement ces habiletés-là pour être capable de travailler dans tel type d'emploi ou dans telle fonction. Il y a des tests qui passent sur Internet. Je ne sais pas si tu as déjà vu passer. Moi, je me suis amusée à quelques reprises là, où on nous identifie souvent un personnage historique. Là, puis on fait ressortir des grands traits de notre personnalité, genre de test de quotient émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu dans la pratique, le quotient émotionnel, ou c'est...
Ça dépend des tests. Il y a des tests qui sont vraiment faits pour être capable d'évaluer les habiletés des personnes, dépendamment des types de questions. Mais oui, il y a des tests là, qui sont reconnus. Je ne connais pas le test que tu parles de reconnaissance de Il n'y en a pas un en particulier, là, il y en a plusieurs. Mais, c'est toi qui me l'as fait faire il y a quelques mois. Je t'agace. Mais là, Joël, je ne vais pas m'empêcher de poser la question. Tu parlais d'entrevue. C'est quoi le drapeau rouge? Là? Donc, tu es en entrevue puis que tu as un candidat devant toi. Est-ce que ça peut arriver un drapeau rouge qui est élevé où tu te dis, oh mon Dieu, là, d'un point de vue relationnel, ça va être compliqué? Ça passe pas nécessairement. Au niveau RH, c'est sûr que dans les évaluations des gens, dans les entrevues, on se base tout le temps sur des valeurs organisationnelles. Comme établissement du CIUS, nous, on a 3 valeurs là, spécifiques. Toute organisation a des valeurs là, habituellement dans leur charte. Fait qu'on se base beaucoup sur ces valeurs-là pour voir est-ce que la personne va cadrer puis va être capable de travailler à l'intérieur de celle-ci. Puis, c'est sûr que le volet conflictuel, c'est souvent des questions qui sont abordées dans les processus de sélection pour voir est-ce que les gens sont premièrement conflictuels, est-ce qu'ils sont en mesure de résoudre ce type aussi là, de conflit-là, fait comment ils vont se comporter là, dans ce type de situation-là. C'est quoi une personne conflictuelle? C'est sûr que ça... Parce que c'est lourd, c'est chargé là, comme terme quand même. Oui, tout à fait. C'est quand même un terme important, mais ça va varier parce que le niveau conflictuel, dépendamment de ton rôle que tu as dans une organisation, plus dans une organisation, je vais dire, tu as un rôle qui a un impact plus grand sur les gens, plus les traits, mettons, des gens qui sont plus conflictuels vont avoir des impacts sur les autres. En raison du rapport de force, des jeux de pouvoir, entre autres. Exactement. Puis, tu sais, un principe aussi en lien avec le volet conflictuel, c'est une personne qui... il faut être capable, quand on travaille dans un milieu de travail avec différentes personnes, j'ai le terme, là, mettre de l'eau dans son vin. On le comprend. Je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est vendredi, tu as le droit de dire ça. Oui, parfait, merci. Mais il faut être capable de permettre aux autres aussi d'apporter leur point de vue, d'apporter leurs idées, d'écouter les autres, puis de prendre en considération les autres. Puis, tu sais, je fais encore un lien ici en lien avec le volet empathie, tu sais, d'être justement capable. Parce que des fois, quand on n'est pas capable d'être conciliant. Voilà le terme que je cherchais. Ben c'est plus difficile parfois là, d'être capable de travailler avec différentes personnes puis avec différents enjeux, puis surtout quand on tombe dans des situations où on vit plus de stress. Là. Le stress et où l'ego réapparaît encore une fois. Là. Oui. Mais il y a les personnalités plus conflictuelles, mais il y a l'autre élément aussi, c'est d'être capable de résoudre des conflits. Je pense que ça, c'est plus difficile. C'est une compétence. Les éviter, c'est pas nécessairement plus sain. C'est une compétence de savoir adresser avec assertivité. Ce que je veux dire par là, c'est se respecter soi-même en respectant autrui, adresser ses inconforts, adresser son malaise, mais le nommer pour éviter que ça s'envenime puis que finalement, ce soit ingérable plus tard. Là. Absolument. Absolument. Puis moi, c'est un des revers des compétences douces que j'avais identifié, justement, le fait de vouloir maintenir l'harmonie à tout prix. Tu sais, ça fait en sorte que, justement, tu vas éviter des discussions qui sont difficiles, tu vas retarder la prise de décision pour pas déplaire ou pas, justement, vivre des situations conflictuelles. Donc, tu sais, nécessairement, ça amène des impacts là, sur le futur. Là. Je t'écoute parler, puis ça me fait réfléchir. Moi, souvent, les mentors, je peux dire, ou les gens qui m'ont beaucoup inspiré dans ma carrière avaient 3 compétences qui revenaient régulièrement. Soit le savoir-faire relationnel, entretenir des bonnes relations, être agréable avec les gens, attirer, avoir une espèce de magnétisme envers les gens. Le sens politique, au sens de la stratégie, être capable de bien comprendre son environnement, bien lire, être capable de naviguer dans tout ça, mais aussi la diplomatie. Ouais. C'est là que ton propos résonnait chez moi, c'est que la diplomatie, à quelque part, c'est d'être capable de nommer quelque chose de difficile sans fermer des portes, puis sans être négatif. T'sais. Être diplomate, c'est une qualité, je crois, qui devrait quasiment être universelle. On gagnerait tous et toutes à développer cette qualité-là parce que d'être capable, dans notre vie, on en porte plein, là, des décisions négatives ou plus difficiles, que ce soit personnellement ou au travail, où ça nous arrive tous et toutes. D'être capable de l'apporter de façon positive, là, dans la mesure où c'est l'ouverture, sans fermer des portes, du moins. C'est plus facile, c'est gagnant-gagnant. C'est plus facile pour l'émetteur, pour la personne qui reçoit le message. Je trouve tellement que c'est... Du moins, moi, ça m'inspire beaucoup
dans mon parcours professionnel, là, les gens qui sont diplomates et qui sont capables de maintenir ça. Est-ce que ça fait partie des compétences liées à l'intelligence émotionnelle? Assurément. Assurément. Parce que c'est tout le... Quand on parle des compétences émotionnelles, on parle de régularisation de nos émotions. T'sais, on est là-dedans. Fait que les compétences que tu amènes, Vanessa, sont directement en lien avec le fait d'être capable de projeter aussi sur le public ou sur les gens avec qui tu es ces émotions-là, de façon à ce que ça soit porteur, puis que ça nous parle. T'sais. Puis, je te rejoins vraiment sur le volet, comment avec des émotions on est capable d'inspirer les autres, t'sais. Puis, il y a des gens qui ont un sens diplomatique. On peut voir là, certains politiciens ou certains gens qu'on connaît. Puis, des fois, on se dit, ben il manquerait ce volet-là émotionnel. T'sais. Si le message serait porté puis qu'on sentirait quelque chose dans le message, on serait porté à plus suivre peut-être dans certains volets. Là. Ça, on peut l'associer par extension aussi au charisme. Oui. Quelqu'un qui parle avec émotion est souvent perçu comme charismatique, même dans l'adversité. Hein. Oui. Oh oui. Moi, je vois deux types de personnes aussi parce que, tu sais, la diplomatie, on l'amène de façon positive, mais pour certaines personnes, elles ont plus un référent. Bien, tu sais, trop utiliser la diplomatie, ça va faire en sorte que je ne serai pas intègre dans mon message ou authentique. Là, c'est ça, exactement. Puis là, c'est le terme, il est politique ou la cassette, ou tu sais. Fait que des fois, ça peut être mal perçu aussi, là, selon les personnes, j'imagine. Oui, je pense que dans l'intelligence émotionnelle, l'authenticité, ce que tu amènes, Joël, pour moi, je pense qu'il faudrait que les gens l'utilisent toujours, cet aspect-là, parce que c'est comme ça où qu'après ça, les gens vont être confortables et à l'aise aussi dans l'intervention qu'ils vont faire. Plus l'intelligence émotionnelle se raccroche aussi à je parlais tantôt des valeurs organisationnelles, là, pour lesquelles, quand tu rentres dans une organisation, on dit « j'ai telle valeur comme organisation, c'est comme ça qu'on fonctionne ici ». Ça, c'est une chose, mais on a tous des valeurs propres sur lesquelles on se base dans notre vie. Puis il faut que ces valeurs-là soient respectées. Parce que si tu ne te sens pas respecté dans tes propres valeurs, comment tu vas faire pour bien fonctionner dans puis donner du sens aux actions dans ton organisation, là. Tout à fait. Fait que, ça part vraiment de moi, on a tous des valeurs. Il faut que ces valeurs-là se transposent dans mon milieu de travail. Puis là, l'authenticité vient en ligne de compte, à l'intérieur de tout ça. Là, Maxime, tu dis, on a tous des valeurs, mais je fais un rebond sur la notion d'introspection de tout à l'heure. Encore faut-il les connaître, ces valeurs. Puis ça a l'air simple dit comme ça, mais de prendre le temps de s'arrêter, là, puis de se dire, c'est quoi, moi, mes 4-5 valeurs principales, là, qui me drive, qui m'alimentent au quotidien, puis qui sont super importantes pour moi, puis que je tiens à faire respecter. Pas certaine que tout le monde s'est posé cette question-là. Non. Alors que c'est assez essentiel. Là. Je me souviens d'une formation que j'ai eue il y a quelques années en lien possiblement sur l'intelligence émotionnelle ou du moins c'était un formateur qui nous donnait des trucs pour bien composer dans une dynamique de groupe. Puis c'était la première fois que pour moi, on amenait à ma conscience l'importance des besoins et des émotions. Puis essentiellement, ce que le formateur exposait, c'est que chaque réaction humaine est liée à un besoin. Que ton sentiment ou que ton émotion soit positif ou négatif, c'est lié à un besoin qui est comblé ou non comblé. Puis ce besoin-là, mais on en a tous, c'est tout des différents. Puis encore, faut-il que tu les connaisses, que tu les portes à ta conscience, puis que tu te responsabilises par rapport au fait qu'il y a juste toi qui peux répondre à tes propres besoins, puis tu es responsable, de te mettre dans des situations qui te permettent de répondre à tes besoins convenablement, puis de te laisser dans un état qui est globalement satisfaisant. T'sais. Puis moi, ça résonnait beaucoup chez moi parce que je me disais, aïe, c'est tellement vrai, là, quand tu prends la peine de t'arrêter puis de faire... on avait une espèce de liste de besoins, puis là, sur les 30 besoins principaux, mais là, il fallait qu'on en coche 7-8 qui étaient plus importants pour nous. Puis là, on regardait les émotions qu'on pouvait sentir dans une relation professionnelle. Puis c'est incroyable de voir à quel point on a des déclencheurs, là, des situations, des patterns qui reviennent. Puis là, tu te dis, je réagis toujours comme ça, ou je me braque toujours quand on me questionne sur la qualité de mon travail. Oh, c'est-tu mon besoin de sécurité qui n'est pas répondu? Tu sais, là, je prends des raccourcis, mais
ça m'avait beaucoup parlé, ça, parce qu'en termes d'introspection, je trouve que c'est super important de s'arrêter puis apprendre à mieux se connaître. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins? C'est quoi les émotions qui sont liées à mes besoins qui sont comblés ou non comblés, tu sais? Puis... Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans l'auto-évaluation à ce moment-là. D'évaluer, moi, justement, tu sais, c'est quoi mes valeurs? Puis c'est, quand j'arrive dans certaines zones, pourquoi je réagis comme ça? Tu sais, pourquoi quand... Tu sais, je vais donner l'exemple, par exemple, il y a des gens, des fois, qui aiment moins parler en public. Bon, tu arrives, puis là, tu as besoin de faire une présentation en public, puis tu es moins à l'aise à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que je suis moins à l'aise dans cette situation-là? Ou j'ai besoin de rencontrer un employé dans une situation difficile, justement conflictuelle, dont on parlait du conflit. Là. Puis là, j'ai besoin d'aller rencontrer l'employé, puis j'ai besoin d'aller nommer des choses. Puis là, je suis moins bien dans cette situation-là. Bien, quel besoin à l'intérieur de moi qui n'est pas comblé qui fait que je sens une certaine limite. Puis cette limite-là est importante aussi. Hein. C'est comme un petit signal d'alarme là, qu'on a à l'intérieur de nous. On le sent tout. Quand on est dans une situation où on n'est pas bien ou on a un inconfort. On a un inconfort, là, on n'a pas besoin de signaux plus grands. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Stop. C'est là, on le sent tout de suite. Puis là, on dit, oups, je suis pas bien, puis je vis quelque chose que je suis pas bien. Bon, ce premier signal-là, ça fait partie justement du concept de dire, là, je prends en conscience que je vis une émotion qui est pas bien parce que je me sens pas bien. Fait que là, il faut par la suite identifier qu'est-ce qui fait que je n'étais pas bien dans cette situation-là, tu sais. Puis souvent, on fait une projection sur les autres. Ouais. Hein, c'est facile de dire... J'étais dans un environnement, les gens ne semblaient pas ouverts aux propos que j'apportais. Je me sentais pas à l'aise avec certaines personnes avec qui je suis dans mon milieu de travail puis que je sens que des fois, c'est plus conflictuel et tout ça. Mais, dans les faits, peut-être que ces gens-là, le matin, cette personne-là que tu crois qui était moins en considération avec ta cause, elle a eu une mauvaise nuit, elle a mal dormi, puis elle est tout simplement ailleurs complètement. Là, là. Ça n'a aucun lien avec toi, ce que tu es en train de présenter ou d'aborder. Là. La surinterprétation dont tu me parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. On a tendance à surinterpréter puis à beaucoup ramener les choses à soi, alors que dans la majorité des cas, ça ne nous concerne pas. Puis c'est un bon exemple. Tu sais, quand on fait une présentation ou on est en réunion, on fait une intervention, puis là, on analyse le non-verbal des gens, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, cette personne-là n'a pas de l'air intéressée par ce que je dis, puis là, tu te mets exemple à réfléchir à ça, mais dans le fond, comme tu dis, la personne a peut-être eu une mauvaise nuit, elle a une mauvaise nouvelle, fait qu'elle n'est pas centrée sur toi là, à ce moment-là, elle est centrée sur elle. Puis ça, cette différence-là, je pense qu'elle est importante, d'être capable de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on vit face à un collègue ou à une personne, puis tu sais, se ramener sur le fait que tout n'est pas centré sur nous. Là. Vraiment, puis c'est tellement plus facile de chercher des causes extérieures. Ouais. De regarder les gens puis de se dire, un peu comme tu as nommé tout à l'heure, c'est parce que l'auditoire était hostile. Puis moi, souvent, ce qui me vient en tête, c'est que j'ai pas de pouvoir sur l'extérieur. T'sais. Même si c'est de la faute de l'extérieur, qu'est-ce que je peux changer? Concrètement, absolument rien. Donc, je trouve que c'est un bon truc, des fois, pour le ramener à soi puis de voir comment je peux agir différemment malgré mes interprétations, parce que j'ai du pouvoir uniquement sur mon toi? comportement, Ben oui, sur la façon dont je reçois l'information puis je la gère. T'sais. Absolument. Ça, on parle beaucoup des cercles de pouvoir. Tu sais, dans quel environnement je suis capable d'influencer, puis que ça fasse en sorte que ça améliore la situation dans laquelle je me retrouve là, dans ce type de cas-là. Là. Puis souvent, ton cercle de pouvoir est autour de toi. Tu sais, est-ce que moi, comme intervenant, ou peu importe dans la situation que je me retrouve, comment je suis capable de m'auto-régulariser pour que ça fonctionne bien dans cette situation-là, puis quel outil que j'ai besoin pour que ça fonctionne bien. Il faut être capable d'identifier ces outils-là, puis de dire, bon, j'ai peut-être besoin d'une formation sur un sujet, j'ai peut-être besoin du coaching sur quelque chose, ou bon, mais il faut être capable de l'identifier ça comme personne. Puis c'est là que ça devient parfois plus difficile pour les gens, parce que ça demande quand même un travail sur soi-même, une introspection, d'être capable des fois d'aller dans des zones que ça me tente pas d'aller là, dans cette zone. C'est pas mal plus facile de ne pas y aller généralement. Mais bon, c'est un parcours obligé. On veut comme l'éviter un peu. On se dit, ça nous rattrape à un moment donné dans notre vie. Là, non, c'est ça. Mais il faut y aller. Puis plus on va travailler sur ces zones-là, plus on va devenir confortable. Puis le but ultime, c'est que les gens se sentent bien dans ce qu'ils font puis dans leur travail. T'sais. C'est une façon de reprendre le pouvoir aussi puis de ne pas être dans l'attente que l'autre réponde à notre besoin là, pour faire un peu du pouce sur ce que tu nommais. Là. Parce que souvent, ça t'amène dans la victimisation. Exact. Est-ce qu'il y a des différences générationnelles?
au niveau de l'intelligence émotionnelle, l'ouverture, sans créer de clichés là, ou caricatures. Là. Est-ce que vous dénotez des différents générationnels une plus grande sensibilité pour certaines générations ou pas vraiment? C'est une bonne question. Moi, par mon expérience, j'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'expérience, puis que parfois, je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de gestion des émotions dans certaines situations. Puis je vois des gens parfois qui entrent sur le milieu du travail et puis on dit hey, wow, tu sais, qui semblent comprendre là, ce volet-là de leurs émotions et tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, on en parle plus. Hein? C'est un sujet qu'on aborde davantage. Il y a peut-être des générations pour lesquelles où le travail n'était pas le même milieu qu'aujourd'hui non plus, avec les mêmes besoins, où parfois, on rentrait au travail pour faire un travail, puis c'était plus cadré comme environnement. Plus industriel aussi, des fois, où tu te questionnes peut-être moins sur la relation humaine. Absolument. C'est sûr que nous, dans le réseau de la santé, si je parle du réseau, ben c'est sûr que les gens travaillent avec l'humain au quotidien. C'est la base de notre mission. Là. C'est la base de notre mission, de s'assurer que les gens soient bien puis qu'on réponde à leurs besoins pour lesquels ils viennent dans nos services. Fait que c'est sûr que dans les observations que je fais, dans notre milieu, les gens ont souvent beaucoup ce volet-là là, de développer, puis peu importe là, la génération. Là, on a parlé beaucoup de conscience de soi, un peu d'empathie. J'aimerais revenir sur la gestion de soi, parce que je pense que tu nous as nommé environ 4 grandes particularités, 4 grandes thématiques de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la gestion de soi, la conscience d'autrui, soit l'empathie, puis la qualité des relations. Oui. Une fois là, qu'on se connaît bien, comment on fait pour s'autoréguler dans une situation où on a un déclencheur? Oui, puis c'est bien parce que chacun des concepts sont importants là, pour être capable là, d'être capable de s'autorégulariser là, dans ce type de situation-là. Puis, c'est sûr que plus tu travailles sur ta conscience de toi, plus tu connais tes enjeux puis tes limites dans certaines situations, puis ça se vit, oui, on peut lire sur la théorie et tout ça, mais ça se vit réellement, dans des situations que tu vis. Bien, par la suite, tu es capable de mettre les bons moyens pour la maîtrise de soi, qui est la deuxième sphère là, de l'intelligence émotionnelle, parce que là, tu vas être capable de voir, OK, j'ai des limites dans certains volets. Comment que je fais pour garder ma maîtrise de moi dans ce type de situation-là? Puis sur quelle émotion que je dois travailler pour être capable de faire face là, à ce type de situation-là. Puis la meilleure façon, c'est de le vivre. Hein? Moi, je pense que c'est les cas vécus. S'exposer. Puis s'exposer parfois, tantôt on disait, pour la maîtrise de soi, travailler sur soi, ça ne te tente pas tout le temps de travailler sur toi. Là. Des fois, il y a des zones que tu te dis, plus difficile, c'est moins quelque chose que j'aime faire. Bien, plus tu vas travailler cette zone-là, plus que tu vas arriver dans la maîtrise de toi, plus tu vas être capable de justement aborder cette situation-là sans faire de l'évitement ou fuir la situation ou ignorer. T'sais, tantôt, on disait dans les conflits, là, plus on laisse perdurer un conflit, plus on ne le prend pas de premier plan, plus on laisse envenimer la situation, puis ça se dégrade. T'sais. Fait qu'il faut être capable, dans une maîtrise de soi, d'être capable de venir dire dans une situation conflictuelle, moi, tu sais, il faut le faire dans le respect, puis dans les habiletés qu'on connaît, mais tu sais, moi, je suis pas à l'aise, puis je veux régler le conflit avec toi, puis avec toute la démarche là, de gestion du conflit, là. Mais c'est ça. Fait que on se connaît, on se maîtrise mieux. Donc, c'est en quelque sorte là, d'apprendre à repérer un peu nos déclencheurs, nos émotions, puis de s'y exposer. Puis le simple fait d'amener ça à notre conscience, puis d'accepter de le vivre à répétition, ça va déjà nous aider dans la gestion de nos émotions pour le futur, c'est ça? Oui. Oui, ça nous aide parce qu'on comprend notre propre limite. T'sais. Puis quand on perd une maîtrise de soi, souvent, c'est qu'on s'est poussé dans quelque chose, puis à un moment donné, on arrive et on pogne un mur. On n'est plus capable là, d'avancer. On perd un peu notre maîtrise de soi parce qu'on n'a pas pris le temps de travailler au préalable. On dit souvent, quand on fait quelque chose, il faut se préparer. Il faut être bien préparé, il faut connaître nos choses pour pouvoir le faire. Ben, c'est un peu le même principe au niveau des émotions. T'sais, si je ne prépare jamais mes émotions, puis je les connais pas, j'arrive dans une situation, puis l'émotion arrive, je fais quoi? Il y a une notion d'anticipation aussi. Là. Préparer l'humain qu'on est. Oui, j'aime ça.
Je m'en vais dans telle rencontre, il va y avoir telle personne, on va aborder tel sujet, il se peut que je vive telle émotion. Ou je sais que telle situation me déclenche, j'appréhende que dans cette situation-là, ça pourrait arriver, comment je me prépare, tu sais. Moi, ça m'amène à une autre question, là, ça m'a amené à réfléchir à ça, mais tu sais, nous, là, mettons qu'on se connaît bien, on se reconnaît quelques forces en compétences douces, là, on n'est pas nécessairement des experts, mais on reconnaît quelques forces. Quand on arrive face à une personne là, où, tu sais, le mur est là puis tu sais, tu parviens pas justement à discuter, à résoudre le conflit, tu sais, il n'y a pas d'écoute, pas de réception, là, tu sais, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on peut bien s'auto-régulariser, là, mais tu sais, quand on est toujours confronté à un mur parce que la relation est difficile, est-ce que là, Parce qu'on ne peut pas aller chez le psychologue pour régler le problème de notre collègue. Là, c'est ça, exact. Des fois, on voudrait, on peut pas. Les solutions ne seront probablement pas là. Ouais, non. Je pense qu'à un moment donné, il y a une certaine limite aussi là, que nous, on peut faire sur les autres. Puis là, on rentre dans le volet plus relationnel, là, justement, avec les... Je pense que nous, premièrement, c'est d'être capable de respecter tes propres valeurs, tes émotions à toi et tes limites. Tes limites aussi. Mais si quelqu'un ne veut pas coopérer ou c'est difficile là, de rentrer en relation puis de faire avancer là, une situation que tu as besoin, bien là, il faut voir aussi pour de l'aide externe. D'être accompagné, finalement. Là. On peut être accompagné, puis dans notre milieu de travail, souvent, on a un gestionnaire qui est avec nous, fait qu'on peut en parler pour voir, avoir des trucs aussi. Des fois, les personnes dans nos milieux de travail sont connues aussi, où il y a des gens, des fois, qui ont peuvent vivre des enjeux plus difficiles au niveau relationnel. Bien, parfois, d'en parler avec son supérieur, puis de voir, bon... ce serait quoi là, mes trucs là, que je pourrais avoir? Là? Toi aussi, tu connais cette personne-là. Toujours dans le respect de la personne. C'est toujours dans un but d'amener une relation plus... Mais je vais dire, quelqu'un qui ne veut pas, à un moment donné, toi, comme personne, tu as beau avoir toute la bonne volonté. Il y a des gens qui vont te rejeter dans la vie ou qui ne seront pas bien avec toi, ta posture. Ou des fois, on le disait tantôt, c'est une façon de perception aussi. Hein, Chaque personne a sa perception sur les autres, chaque personne a ses valeurs. Fait que tu vas arriver à un moment donné, puis là, tu vas pogner ce mur-là que tu dis avec une personne, de dire, ben pas capable d'aller plus loin, moi, avec cette personne-là. Elle veut pas. Ou... Bon, fait que là, puis je pense aussi de l'adresser à la personne. Ça s'adresse de dire, je sens qu'on n'est pas sur la même sur les mêmes ondes là, par rapport à une situation. As-tu la même perception que moi? Puis on peut-tu voir comment on peut travailler ensemble. Puis ça, c'est le volet relationnel qui rentre en ligne de compte. Puis pour pouvoir faire ça, on s'entend qu'il faut que tu sois bien dans tes émotions. Ouais. Parce que si tu arrives à être capable d'aller nommer ça à la personne pour laquelle tu dis hey, « j'ai un mur », je suis pas capable de parler, j'ai de la misère avec cette personne-là, puis là, tu vas lui adresser en plus. Là, c'est sûr qu'on est dans des niveaux plus élevés là, de maîtrise de soi. Ça, tu te prépares avant. Là. Tu te prépares, tu essaies d'avoir de l'aide autour de toi aussi là, pour être capable de le faire. Là. Tu parlais tout à l'heure de cercle de pouvoir, d'influence. Mais souvent, j'ai l'impression aussi qu'il y a à peu près le même schéma pour les relations. Il y a des relations qui vont rester peut-être plus superficielles, d'autres avec qui tu vas être capable d'aller un peu plus dans... Des personnes avec qui tu vas être capable d'aller un peu plus dans l'émotionnel, être toi-même. Puis moi, souvent, c'est un des trucs que j'applique à moi-même. Là. J'essaie de positionner la relation et ses limites. Puis ça m'aide à gérer mes attentes parce que pour quelqu'un, disons, qui est plus dans l'insécurité ou qui a besoin beaucoup de reconnaissance, ça peut devenir énergivore aussi, tout le temps aller chercher à travailler la relation, chercher à connecter avec des gens qui sont peut-être plus fermés, moins à l'écoute, où il y a moins de chimie avec les individus. Donc ça, c'est pas forcément positif non plus d'essayer d'avoir des relations 10 sur 10 impeccables avec tout le monde. C'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Puis il y a comme une question des fois aussi de chimie, de... question qui est plus de préférence. Là. Donc, c'est vraiment... des fois, c'est un truc que je me donne, de positionner certaines relations puis de garder les relations plus en surface, dans des fonctions de communication, de politesse d'usage un peu plus. La courtoisie. Exact, sur la tâche, puis tu vas moins dans le personnel. Oui, j'aime beaucoup ça parce que ça devient épuisant. Ouais. Quand tu tentes d'établir une relation avec une personne qui ne veut pas ou qui n'est pas à la même place ou bon, peu importe, avec le temps, ça devient usant, ce type de situation-là. Fait qu'il faut se donner des trucs pour dire, je suis dans le milieu de travail, je dois côtoyer cette personne-là, je veux qu'on soit dans le respect et tout ça, mais à un moment donné, je vais ralentir un peu les efforts que je fais parce que on peut se fatiguer là, par rapport à ça. Là, on fait comment pour entretenir
des bonnes relations, principalement, je vais sortir un peu du sujet, là, en vieillissant, on dirait qu'on a moins de temps, on est plus fatigué. Là, je pense entre autres aux amis, aux sorties de couple. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle d'entretenir de bonnes relations, mais on fait comment pour être capable d'entretenir plusieurs relations de façon saine, continue, agréable? Quand tu es absorbé dans ton quotidien avec des jeunes enfants. Quand tu es fatigué, quand la liste de tâches est longue. C'est sûr qu'on a tous le goût d'être en bas de laine, là, le vendredi soir. Puis Peut-être pas chez tous, soi, mais moi, je là, comprends ça. devant le foyer, là, à relaxer dans le divan. Là, fait que, on aurait tous ce goût-là. Je pense qu'il faut avoir un équilibre. Il faut être capable d'avoir un équilibre avec le travail puis notre vie personnelle. Puis je pense que les liens ne peuvent pas tous être pareils non plus. Dans le lieu de travail, on le dit, on a des fois des liens qui sont plus professionnels, des liens au quotidien, mais on doit avoir aussi des liens profonds avec certaines personnes pour lesquelles on est capable d'aller plus loin dans nos émotions, justement, puis les partager. Puis, tu sais, des fois, on vit une grosse semaine. Là. Quand on arrive le soir puis qu'on a quelqu'un avec qui on peut partager, juste de pouvoir partager, tu sais, j'ai vécu telle situation, c'était pas évident, et de se sentir écouté, pas jugé, puis savoir que ça va rester, je vais dire le mot confidentialité, mais que ça va rester, tu sais, que tu sais que tu es en sécurité psychologique là, de pouvoir le nommer et le dire. Fait que ça, je pense que c'est important. Ça, dans sa vie personnelle aussi, d'avoir un entourage qui peut t'accompagner. On a échangé régulièrement, Joël et moi, là-dessus, notamment dans la pandémie, où des fois, on a tendance à vouloir justement se reposer, être en bas de laine, comme tu dis. Mais les relations sont super importantes. Des fois, ça te prend juste là, la petite motivation pour aller souper avec une amie ou sortir avec ton chum, ta blonde, faire quelque chose un peu différent. Ça te tente pas sur le coup, mais t'as tellement l'impression que c'est bon pour ta santé mentale. C'est riche. Puis, tu sais, là, je ne veux pas dire faire un effort parce que c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, mais ça demande quand même un effort de se mettre en action parfois. Mais ça vaut la peine de le faire, là. Est-ce que ça peut contribuer aussi à alimenter l'intelligence émotionnelle, ça? Oui, oui. Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, on l'a tout vécu où ce qu'on se disait, ce soir, je ne serais pas sorti. Là. Ça me tentait pas d'aller faire cette activité-là. Quand tu reviens chez toi, souvent, tu étais peut-être dans une mauvaise émotion quand tu es parti et tout ça. Ça t'a amené ailleurs, tu sais. Puis tu as rencontré des gens, tu as eu des discussions, ça t'a permis de voir d'autres choses. Fait que ça l'aide. Ça l'aide à régulariser tes émotions puis à pas rester dans une zone. Tu as une mauvaise journée au travail, tu arrives, tu es capable d'aller souper avec un ami puis d'avoir une discussion, peut-être un peu sur ce que tu as vécu, puis après ça, tu vas ailleurs. Bien là, tu sors de ton... Tu restes pas campé dans ton émotion négative. Là, quasiment thérapeutique. Là. Quasiment. Ouais. Quand on dit que la solitude, pour les gens, c'est un enjeu, parce que quand tu es dans la solitude, tu restes toi-même avec ton émotion. Mm-hmm. Quand tu peux avoir des gens de confiance avec qui tu peux partager ton émotion, bien, nécessairement, tu t'auto-régularises en étant capable de l'exprimer, puis par après, tu sors de ton émotion, puis tu es capable d'être mieux. Moi, je l'ai vécu en pandémie, ça, puis c'est pas tant d'avoir à confier ou tout ça, c'est plus quand on était en télétravail durant le plus fort de la pandémie, puis graduellement, on s'est remis à venir au bureau. Mais moi, les journées que je venais au bureau, là, justement, juste de rentrer en relation avec des gens, pas derrière son écran, là, je repartais de la journée ici, là, puis j'étais énergisée, là. Puis ça faisait vraiment une différence au niveau de l'énergie, au niveau des petites discussions, là, toutes simples qu'on a avec les collègues, je voyais vraiment une différence. L'isolement, ça peut tellement être pernicieux. Tu te convaincs vite que tu es bien, tu peux être bien en télétravail, c'est plus efficace, tu travailles plus. Mais en bout de piste, au fil du temps, avec l'accumulation, il y a d'autres choses qui s'effritent. La qualité du lien, la santé psychologique. Oui, juste d'être en relation, de pouvoir échanger, d'être avec des humains. Ouais. Absolument. Puis tu sais, c'est pas pour rien que les organisations demandent actuellement aux gens, par rapport au télétravail, de faire du présentiel. T'sais. C'est un grand débat là, qui est actuellement, mais les liens sociaux, les liens sociaux dans ton milieu de travail, si tu es toujours en télétravail et tu n'as aucun contact humain, la petite discussion des fois dans le corridor ou dans la salle à café, elle fait du bien. Elle fait du bien. Puis elle permet de faire ces liens-là. Puis elle permet aussi, en lien avec l'intelligence émotionnelle, dans tes émotions, de pouvoir partager aussi de façon des fois pas formelle. T'sais. Quand on est en télétravail, souvent on est dans des rencontres plus formelles, ben, ça te permet ça. Oui.
J'ai envie de... On a parlé de plusieurs compétences, plusieurs éléments reliés à l'intelligence émotionnelle. Si on avait une compétence là, à avoir, là, laquelle tu identifierais comme étant la plus importante? Puis Vanessa, je vais te poser la question après. Je me prépare, c'est bon. Je l'ai abordé, mais je crois que l'humilité dans le cadre du travail, pour moi, c'est une compétence qui est centrale. Parce que tu es capable de accepter que tu as peut-être des faiblesses ou tu as des limites. Tu es capable aussi d'accepter que les autres ont aussi leurs enjeux. Mm-hmm. Puis, en restant humble dans notre pratique, on est capable de se dire on peut évoluer encore. J'ai des choses à apprendre, je peux encore avancer. T'sais. Fait que pour moi, l'humilité, là, c'est vraiment une compétence qui est centrale. Là. Qui est centrale. Ouais. Moi, j'hésite. Là, j'en ai une bonne dizaine encore. Non, sans blague, je pense que c'est la capacité d'introspection. Mm-hmm. Moi, j'aime vraiment discuter avec des gens qui ont une certaine ouverture, qui ont... Quand tu ressens que la personne est ouverte à s'améliorer, qui n'est pas fermée, qui n'est pas en mode je me braque. Puis, j'aime vraiment l'ouverture d'esprit et la capacité d'introspection. J'essaie d'en faire preuve moi-même, puis j'ai souvent cette attente-là, puis ça caractérise pour moi une bonne discussion puis un échange satisfaisant. Oui, ça amène des échanges réels aussi. Plus constructifs. Ouais. Ouais. Moi, je m'auto-pose la question. Je peux te la poser, si tu veux. Moi, j'aurais tendance à identifier l'écoute active comme étant une des compétences les plus importantes. Je vois vraiment une différence entre écouter l'autre pour vraiment essayer de comprendre son propos, sa position, comment la personne se sent, versus écouter pour se préparer à répondre ou qu'est-ce qu'on va dire dès que la personne va avoir terminé de s'expliquer finalement. Là, je vois vraiment une différence, bref, entre essayer de comprendre puis se préparer à répondre, notamment dans les situations qui sont peut-être un peu plus conflictuelles. Souvent, on prépare notre prochaine attaque. Là. Fait que pour moi, l'écoute active, je trouve que c'est une belle compétence. Puis ça aussi, je trouve que ça permet de développer des relations plus riches aussi. Là, je sais pas. Tout à fait. Maxime Simard, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment, vraiment agréable. Je t'ai trouvé à l'écoute, en pleine conscience de toi, agréable. Je pense qu'on lui donne une bonne note en termes d'intelligence émotionnelle. Oui, on pourrait-tu dire qu'il y a des bonnes compétences douces? Oui, je confirme. Merci, Maxime. Plaisir. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci. Pour écouter d'autres épisodes du balado, rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût de nos dernières sorties d'épisodes.